C'est quand même particulier au sujet du CV. On va te parler très souvent de sections qui, bien qu'importantes, sont pas mal moins cruciales que celles qu'on va voir aujourd'hui. Par exemple, on va te parler de l'objectif, du sommaire, des compétences, du titre du CV, voire même la section des centres d'intérêt. Mais la plus consultée, bien sûr, c'est les expériences. Je vais te montrer comment bien les présenter pour qu'elles soient éloquentes aux yeux des recruteurs, qu'ils soient interpellés, qu'ils puissent facilement s'imaginer ce que tu peux faire chez eux par l'entremise de tes expériences passées et actuelles. As-tu déjà entendu dire par des gens comme moi que ça prenait des réalisations dans ton document? Mais ils sont-tu fatigants avec ça? Ils vont-tu me lâcher avec leurs accomplissements? C'est quoi des réalisations? Pourquoi j'ai pas d'accomplissement? Moi, j'ai juste fait des tâches. J'ai oublié mes réalisations, ou pire, j'avais pas un emploi qui me permettait de réaliser quoi que ce soit. Pas de panique. On va oublier, nous, le mot réalisation, on va oublier le mot accomplissement, on va remplacer ça par résultat, ou si tu veux, impact. Ton travail dans un CV, c'est juste de tracer le lien entre ta tâche et son impact. Idéalement, on met les deux. Quand on n'a pas la place, on met juste l'impact. Analyse quel a été cet impact-là et inscris-le dans ton CV. Tu vas avoir un meilleur CV que la plupart de tes compétiteurs, ne serait-ce qu'en effectuant cet exercice de cause à conséquence. On veut toujours tracer ce lien-là pour effectuer le travail à la place des recruteurs pour ne pas qu'eux aient à déduire d'eux-mêmes quel a été le résultat de ton travail. On veut leur mettre les mots dans la bouche, leur expliquer clairement ça a été quoi notre apport dans notre équipe pour le projet ou pour l'entreprise at large. Mais très peu souvent, on va vouloir ne mettre que la tâche parce que sinon, ça va être difficile de se différencier des autres candidats. Quand je vois un CV qui a une section réalisation à même la section des expériences de travail, je me dis, mais ça ne fait aucun sens parce que ton descriptif de poste, c'est un descriptif de réalisation. Tu ne mets là-dedans que des résultats. Puis là, je ne te parle pas d'un résultat scolaire où tu as une note rattachée à ça. Non, ton résultat n'a pas nécessairement à être quantitatif. C'est bien quand il l'est, sinon, tant pis. On peut présenter toujours un résultat de façon qualitative. Est-ce que tu dois écrire tes descriptifs sous forme de bullets ou est-ce que ça doit être plutôt du texte continu? Tu vas être tenté peut-être de le mettre sous forme de texte continu parce que c'est souvent plus facile de s'exprimer de la sorte. Toutefois, ce qui est plus répandu, c'est les bullets dans un CV, comme tu le sais peut-être. Mais il n'y a rien qui t'empêche de mettre du texte continu. Par contre, tu dois t'assurer d'injecter un petit peu d'émotion dans la chose. Tu dois te mettre en mode storytelling, expliquer le contexte de ton embauche, ce que fait en sorte que c'est un emploi important pour toi. Mets-y la gomme. Je suis sûr que tu vas pouvoir rendre ça un petit peu plus émotif. Si tu fais juste parler de tes tâches, vas-y avec des bullets, ça va être plus facile à lire. Si on demande à un recruteur, cher recruteur, est-ce que tu veux avoir les années seulement ou est-ce que tu veux voir les mois et les années? C'est sûr et certain, il va te dire, je veux voir les mois et les années, j'ai besoin de ces informations-là pour prendre une bonne décision. Mais tu sais comme moi que c'est pas toujours ce qui nous met le plus en valeur. C'est pour ça que c'est rendu une pratique généralement répandue de ne mettre que les années et ça va être accepté. Tu ne seras pas rejeté du processus à cause de ça, ne t'en fais pas. Ça peut souvent t'aider à remplir un petit trou dans ton expérience, à retirer une expérience non pertinente et ça va aussi du même coup épurer ton document. Je vais d'ailleurs te reparler du sujet des trous un petit peu plus tard dans la vidéo. Reste avec moi. Personnellement, je n'y vois aucun enjeu éthique de mettre que les années dans ton CV. Si tu veux communiquer le plus de choses possible au recruteur par l'entremise de ton document, vas-y. Mais souviens-toi que parfois, ça peut jouer en ta défaveur. La décision finale te reviendra. Est-ce qu'on débute avec notre expérience la plus ancienne ou la plus récente? Ça, c'est une question facile. On débute toujours avec l'expérience la plus récente. Si jamais tu voulais procéder à l'inverse pour une quelconque raison, comme par exemple, tu veux plugger une expérience que tu as eue il y a 10, 15, 20 ans, peut-être même 30 ans, bien souviens-toi que c'est très rare qu'on débute avec l'expérience la plus ancienne et c'est même reçu avec une petite grimace parce que c'est vraiment pas la norme. Qui sait, tu vas peut-être communiquer implicitement que tu connais pas très bien les processus d'embauche ou les façons de fonctionner en entreprise, ne serait-ce que par cette petite erreur. Donc, prends pas de chance. Le standard, c'est de débuter avec l'expérience actuelle ou son expérience la plus récente. Puis, qu'est-ce que tu veux faire si tu veux communiquer quelque chose qui est très éloigné dans le temps? Mais tu vas devoir te rabattre sans doute sur des compétences transférables qui ont été acquises dans cette expérience-là pour les présenter sur la première page. L'espace dans un CV, ça vaut de l'or. Je te mentionnais plutôt que l'un des exercices, c'est de tracer un lien entre nos tâches puis leur impact. L'autre grand exercice du CV, c'est de bien gérer l'espace du document. Quand on veut expliquer la nature, le secteur d'activité, la taille de ses anciens employeurs, on y dédie un espace important. Est-ce que c'est la meilleure utilisation des espaces vacants dans ton CV? Il faut se questionner. Donc, si tu as amplement de la place, oui, vas-y. Si tu veux te positionner sur l'offre d'emploi par la taille de tes anciens employeurs ou par leur secteur d'activité, vas-y aussi. Pour le reste des scénarios, ce qui veut dire dans la grande majorité des cas, concentre-toi sur tes propres tâches, sur tes propres réalisations. Un simple URL pourrait suffire à donner plus d'informations. Si tu es immigrant et qu'on te dit « Ah oui, il faut absolument t'expliquer aux employeurs canadiens c'est quoi ces entreprises-là », ce qu'on te dit est faux. Ce qui importe avant tout, c'est toi. Supposons que tu as mis des URL pour rediriger les gens vers les entreprises dans lesquelles tu as travaillé ou les institutions d'enseignement qui t'ont donné tes diplômes.
bah ok, ça peut être bien, mais des fois, tu as besoin de sauver encore plus d'espace ou d'épurer le document davantage parce que la lisibilité commence à être compromise. Il y a les entrepreneurs, oui, où ça va être vraiment nécessaire, ou peut-être même des travailleurs âgés pour communiquer une réactualisation vis-à-vis du marché du travail. Pour tout le reste des gens, insérer une URL, ça va être vraiment facultatif. Ça ne vaut jamais la peine de mettre la ville dans un CV. Ça ne sert absolument à rien. Habituellement, un pays, on met ça pour une personne issue d'immigration, où on veut séparer son expérience canadienne de son expérience étrangère. Par le même coup, mettre son expérience canadienne en valeur. Dans d'autres cas aussi, on va vouloir mettre l'expérience internationale d'un candidat en valeur pour les emplois qui le requièrent. Dans tous les autres cas, souviens-toi que mettre la ville ou le pays, c'est un gaspillage d'espace dans un curriculum vitae. Mettre des logos de ses anciens employeurs dans ses expériences de travail, ça peut présenter certains bénéfices. Par exemple, ça peut imager des promotions qu'on a eues par le passé de façon plus visuelle. Ça peut aussi nous positionner stratégiquement sur un employeur vedette ou des employeurs vedettes qu'on aurait eu par le passé quand on veut faire du millage avec leur nom. Bien, mettre leur logo, ça va rendre la chose encore plus évidente. Aussi, parfois, c'est pour des considérations esthétiques si nos logos matchent avec le design qu'on a choisi. Pour ce qui est du débat légal et éthique de mettre des logos dans un CV, à mon avis, tu n'auras jamais de répercussions négatives par rapport à ça. Je n'ai jamais rien vu de la sorte. Mais on ne sait jamais, donc la décision finale te revient. Mais surtout au niveau éthique, à savoir si tu te sens OK d'emprunter leur image pour te positionner. Parlons trou dans le CV, c'est un sujet qui fait toujours bien jaser. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as un trou à combler? Bien, sache que dans la plupart des cas, on va le laisser tel quel. Ça ne vaut pas la peine de chercher à le remplir avec voyage, congé de maternité, naissance de mes jumelles. Non, habituellement, on va laisser le trou tel quel, puis on va attendre que la question vienne à nous, souvent dans le cadre d'une entrevue téléphonique ou sinon d'une entrevue en personne. Pourquoi est-ce qu'il y a un trou entre telle année puis telle année? La question va venir, rassure-toi, tu as juste à préparer ton narratif en conséquence. Souviens-toi que la majorité des gens ont des trous. Il y a ce qu'on appelle les aléas de la vie, des choses qui sont arrivées dans notre vie personnelle qui ont, pour une raison X, Y, Z, freiné notre élan dans notre vie professionnelle. Ce sont des choses qui arrivent. Fais-toi-en pas trop avec les trous. Pour l'instant, laisse-le tel quel. Ne cherche pas à le combler absolument, même si le trou est là présentement. Commence à penser à le combler si ça fait une période vraiment étendue comme 4, 5, 6 ans. Mais pour le reste, si on parle d'un retour aux études, par exemple, laisse ta section formation faire les choses. Si on parle d'un voyage, tu peux inclure une section voyage avec des années dedans. Ne cherche pas à combler le trou à même tes expériences de travail. Ça ne sert à rien, c'est juste une interruption de ta ligne éditoriale. Ça va être une distraction pour ton lecteur, tout simplement. C'est un mythe qu'on dit qu'il faut combler les trous absolument. Ce n'est pas vrai. Ne comble pas ton trou. Je le répète, ne comble pas ton trou. Ça ne vaut pas la peine. Tout le monde a des trous. OK? Tout le monde a des trous. Parlons maintenant des verbes qui vont débuter tes phrases, à même tes descriptifs. Moi, je préfère personnellement l'action de faire quelque chose comme implantation de X, Y, Z. Tu vas souvent entendre de mettre des verbes à l'infinitif comme implanter X, Y, Z. Mais moi, je choisis l'action de faire quelque chose parce que ta réalisation, comme ça, elle a l'air terminée dans le temps, tandis qu'un verbe à l'infinitif, tu as l'impression que c'est toujours en cours. C'est la seule différence. L'action de faire quelque chose, ça se termine souvent par ION, mais ça peut se terminer par ENT comme établissement de X, Y, Z. Ça peut être aussi un mot qui ne se termine pas en ION ou en ENT comme pilotage de suivi de ABC. Je mets toujours l'action de faire quelque chose dans mes descriptifs d'emploi et je laisse les verbes à l'infinitif, donc pour les compétences. Quand tu ne peux pas t'approprier un résultat à toi-même, mais à l'ensemble de l'équipe, bien rien de plus facile. Tu as juste à mettre des mots comme contribution, participation, collaboration, implication. Ces mots-là signifient que tu étais une partie d'un tout qui est plus grand que toi-même. Pour garder une bonne lisibilité, pour que les gens soient intéressés à lire au travers de tes descriptifs, bien, ça prend des informations qui sont intéressantes. Donc, tu vas toujours te poser la question, lorsque tu rédiges tes descriptifs de poste, quelle information est la plus intéressante pour le recruteur? Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est celle-là? Pour t'aider à épurer la chose, rappelle-toi que chaque information de laquelle tu n'auras pas su tracer ce fameux lien de cause à conséquence-là que je te parle depuis tantôt, donc dégager des résultats, des fonctions que tu as réalisées. Quand tu n'es pas capable d'effectuer cet exercice-là, c'est souvent signe que tu as une information superflue sous la main et qu'elle vaut la peine d'être retirée. Est-ce que tu as une ou plusieurs, ou peut-être même toutes tes expériences sont non décrites dans ton CV, autrement dit, qu'elles n'ont pas de descriptif? Très mauvaise idée. Quand tu as une expérience non décrite dans un CV, honnêtement, ça vaut des peanuts. Pourquoi? Bien parce qu'on a besoin d'expliquer un minimum ce qu'on faisait dans tel emploi ou tel emploi. Je sais qu'il y a des CV par compétences qui prévoient aucun descriptif pour dissimuler le plus possible ce qu'on a fait dans le passé, mais c'est un mauvais réflexe. Selon mon expérience, il y a toujours des choses intéressantes à tirer dans n'importe quelle expérience desquelles on peut tracer des parallèles avec l'emploi visé. Surtout, n'écoute pas le conseil à savoir
de retirer tes descriptifs de poste, c'est pas un compromis qui en vaut la chandelle. Aussi, si tu as des expériences qui sont non décrites dans ton CV, bien, questionne-toi sur la pertinence, à savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'elles soient incluses. Je sais que tu tiens à ce qu'elles soient incluses, mais souvent, un bon compromis, ça va être de le mettre seulement sur le profil LinkedIn. On peut mettre un lien à la fin du CV ou dans l'entête qui dit allez voir mon profil LinkedIn pour plus de détails sur mes expériences. Au sujet de nos titres d'emploi maintenant, est-ce que c'est correct d'ajuster légèrement son titre pour qu'il corresponde aux appellations du marché? La réponse courte, c'est oui. Et le mot-clé, c'est mineur. On veut que ce soit des ajustements seulement mineurs. Mais quand on se baptise, par exemple, gestionnaire de projet, alors qu'on était, je sais pas moi, ingénieur concepteur, ben tu vois que c'est un stretch pas mal grand. Encore une fois, c'est une question d'éthique jusqu'où tu es prêt à étirer. C'est ce qu'on appelle le fudge factor. À quel point tu es prêt à vivre avec ces considérations morales-là. Mais il y a certains recruteurs qui vont vraiment mal le prendre si tu t'auto-baptises quand tu te donnes un titre qui réellement n'était pas le tien. Un autre compromis acceptable, de mon point de vue toujours, pas nécessairement du point de vue de tout le monde, c'est si tu as été entrepreneur, puis que tu as seulement le titre de fondateur, par exemple, ou de propriétaire, ou peut-être que ça peut être pertinent de te donner un titre, ne serait-ce que pour le rendre plus éloquent pour le marché de l'emploi. Oui, c'est correct d'ajuster ces titres d'emploi légèrement, mais toi et moi savons c'est où le point d'exagération, là où vraiment ça passera plus. Je suis convaincu que tu le sais dans ton fond intérieur. Si t'es rendu aussi loin que ça dans la vidéo et que tu n'as pas décroché encore avec un sujet pas le plus intéressant du monde, le CV. Écoute, je veux dire un gros merci, puis je t'invite aussi à t'abonner. Si jamais tu as des questions sur ton propre CV d'ordre personnel, tu as juste à me laisser un commentaire en disant « Je me suis abonné » en posant ta question, puis je vais m'assurer de répondre à la majorité des questions reçues, ou sinon à toutes les questions, je l'espère. La prochaine question qui nous préoccupe, c'est à savoir la quantité d'informations sur nos descriptifs. Est-ce que tu dois détailler absolument chacun de tes projets ou tu dois plutôt les résumer? Évidemment, le mot en anglais d'un CV, c'est résumé, du français résumé. Donc, on veut rendre ça le plus épuré possible. Plutôt que de mettre plusieurs lignes qui détaillent un projet en particulier, par exemple, une ligne, maximum 2 pour ce projet-là va souvent être suffisant. Ce qu'on veut voir, c'est ton apport sur le dit projet. Donc, pas nécessaire de rentrer dans les détails de pourquoi il existait. Tu pourras les communiquer autrement, souvent en entrevue. Si tu as géré ou mené ou participé à 6 grands projets, imagine-toi l'espace que ça va occuper de les détailler chacun d'entre eux. Donc, on va souvent réserver une ligne pour chacun d'entre eux, pour un total de 6 lignes, plus peut-être 2 ou 3 réalisations supplémentaires, mais dans son descriptif de poste, on va s'arrêter souvent à juste 7, 8 ou 9 lignes pour garder la meilleure lisibilité possible. En complément d'information, si cela te concerne, que tu es un chargé de projet, par exemple en ingénierie, en construction, en technologie de l'information, puis que tu as ce qu'on appelle un CV par projet, ces CV-là ne sont jamais envoyés aux employeurs. C'est un document qui sert à se rappeler de nos réalisations puis de nos projets, mais sans plus. Doit-on placer ces expériences de travail avant les formations ou après celles-ci? Dans la majorité des cas, ils vont arriver avant, puisque dans notre société nord-américaine, les expériences de travail sont habituellement plus valorisées que les formations. Cela étant dit, quand on débute dans un domaine, que notre expérience vis-à-vis le poste visé est plus menue ou qu'elle est totalement absente, bien là, on va mettre les formations à l'avant-plan. Donc, on va parfois même reléguer les expériences de travail en deuxième page pour valoriser d'autres sections, comme oui, les formations, mais aussi des compétences ou même un objectif professionnel. Des zones de texte ou des colonnes sont parfois nécessaires pour amener la section des formations en première page de ce qu'elles arrivent plus loin, puis qu'on veut la valoriser tout autant que nos expériences. Ensuite, une petite question plus légère, est-ce qu'on met expérience avec un S ou expérience au singulier pour signifier expérience de travail? L'un ou l'autre se dit. Donc, sens-toi bien à l'aise de mettre celui de ton choix. Tu peux omettre l'ajout de travail, donc expérience de travail. Ça ne sert à rien de dire ça, ça prend de l'espace pour rien. Fais juste dire expérience. Même chose pour expérience professionnelle. La mention professionnelle ne sert à rien, on sait ce à quoi tu te réfères quand tu indiques expérience. Question importante maintenant, est-ce qu'on inclut ces postes d'entrée à son CV ou on les omet? C'est vraiment au choix. Ça va dépendre de ta gestion d'espace, de ta quantité d'expérience. Je te dirais qu'à un certain moment dans notre carrière où on a suffisamment capitalisé sur nos postes d'entrée, ils ont beau être aussi glorieux, aussi resplendissants, il arrive toujours un moment où leur valeur perçue aux yeux de notre lecteur est réellement diminuée, ne serait-ce qu'à cause de la date qui s'y rattache, aussi triste cela puisse être. C'est rare qu'on va nous demander 15 ans d'expérience pour un poste. Habituellement, ça s'arrête à 10. Donc, c'est quoi l'intérêt d'aller mettre des postes d'entrée quand tu as déjà les 10 ans d'expérience suffisantes pour te qualifier? J'ai choisi mes batailles. Au final, c'est ton CV et tu fais tout ce que tu veux. Maintenant, si je peux me permettre, je t'invite à quand même commencer à penser à peut-être retirer cette vieille expérience-là de ton CV de 1996.
Je sais qu'à tes yeux, c'est celle qui t'a forgé carrément, qui t'a amené à être la personne que tu es aujourd'hui, mais je t'invite à le reconsidérer pour ton CV, ne serait-ce que pour le rendre plus actuel. Tu n'es pas obligé de communiquer un bilan complet de tout ce que tu as fait dans ta carrière. Ce n'est pas l'exercice du CV. Le CV, c'est davantage un exercice d'édition, de synthèse. Tu peux mettre la quantité que tu veux sur ton profil LinkedIn, puis quand on est rendu à mettre une expérience non décrite sur une troisième page, j'aurais tendance là encore à te dire, inscris-la sur ton LinkedIn, laisse ton CV un petit peu plus épuré, un petit peu plus lisible pour ne mettre que les posts les plus récents. Même chose pour des expériences de court terme qui sont moins pertinentes avec le poste, ça vaut la peine habituellement de les retirer, quitte à créer des trous volontairement dans notre CV. En conclusion, assume toujours que les autres candidats ont eu des responsabilités qui étaient similaires aux tiennes. Mais étant donné que c'est toi qui as su démontrer le mieux leur impact pour les recruteurs, au final, c'est ton CV qu'ils vont choisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour plus de conseils sur le CV, certes, mais aussi sur le profil LinkedIn et pour découvrir des outils afin d'accélérer ton évolution numérique. Aussi, mets un j'aime si tu as appris des choses durant la vidéo. À la prochaine, bye bye!